L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Joseph Moore est un homme inquiet ce mercredi 26 décembre 1900. Cette année, la fête de Noël aura été maussade, pour ne pas dire terrifiante. Sur le pont de l'Hespérus, navire de secours dépêché pour savoir ce qu'il se trame à Ellenmore, il a des nausées. Et ce n'est pas à cause du mal de mer, non. Il regarde sa montre, il est 11 heures. Les îles Flannan sont en vue. Dans cette région du nord-ouest de l'Écosse, balayée par les vents et les vagues, se trouve l'îlot qui les préoccupe tous. Chaque minute qui passe les rapproche du mystère. Chaque vague, chaque courant, rend le petit point blanc de plus en plus perceptible. Dans quelques instants, ils le verront, enfin, le phare. Ça, l'instrument de malheur, pense en son fort intérieur Joseph Moore. Et il ne le croit pas si bien dire. Il est 11 heures, et c'est l'heure H de mon histoire. « 101 mètres tout en haut, le bâtiment pourvu de sa lampe géante, éteinte depuis 10 jours, se dresse devant l'équipage qui vient de faire arrêter les moteurs du navire. James Harvey est un vieux loup de mer, plus de 40 ans d'expérience du monde marin et de ses entrailles. Oh, il en a vu des choses bizarres. On a connu des situations pendant lesquelles son inconscient a pu se faire la malle. Mais là, c'est tout de même très étrange. Voilà 10 minutes qu'il sonne la corne de brume et attend, comme c'est l'usage, un signe de vie du phare. Mais le bâtiment flambant neuf se contente de le regarder avec un profond dédain. Il ignore royalement tout ce que le vieux capitaine peut entreprendre pour le faire réagir. Rien, pas un signe de vie ne sort de ses murs. Le capitaine, un peu terrifié par ce qu'il pourrait trouver au cœur du mystère et parce qu'il déteste mettre le pied à terre, enjoint Joseph Moore de débarquer seul pour faire son enquête. Oh, après tout, il est l'un des gardiens de ce temple dressé pour la sûreté des soldats des mers. Qu'il aille au diable, lui et son équipe de fous disparus. Le capitaine ne mettra ni sa vie, ni celle de ses hommes en danger. Parbleu, plutôt mourir que d'aller jouer aux explorateurs dans cette tanière. Grattant frénétiquement sa barbe avec ses ongles sales et rongés par le sel marin, il crache par-dessus bord tout en enfonçant sa casquette sur sa tête, comme pour ne pas voir le phare, comme pour conjurer le mauvais sort. Joseph Moore, lui, a renfilé son manteau long et redresse sur son nez son chapeau fedora noir. L'homme est grand, plus d'1,85 m, et paraît empoté sous des airs sérieux. Mais il ne l'est pas. Gardien de phare expérimenté depuis près de 40 ans, le géant est le 4e larron d'une équipe roulante de 3 gardiens. C'est le nombre qui doit rester en permanence en haut de la falaise, à surveiller le passage des bateaux. Leur rôle est de leur indiquer la présence des rochers en contrebas, terribles pics rocheux sur lesquels de nombreuses coques se sont brisées. Toujours un membre de l'équipe en repos donc. En fin d'année, il a tiré à la courte paille son congé de Noël. Bien lui en a pris visiblement. Du moins, vu l'absence de réponse face à la fusée éclairante qui meurt dans le ciel et face à la corne de brume. Tout cela ne présage rien de bon. Le visage du gardien se durcit. Suffisamment pour qu'un matelot du navire s'en rende compte et vienne lui offrir une cigarette. Pour décompresser, a-t-il dit en acceptant. Pour se préparer à affronter l'inconnu en réalité. Alors qu'il devrait se sentir en sécurité dans ce navire qui le ramène à bon port, là où il est censé reprendre son service, c'est de nouveau ce sentiment confus d'angoisse qui le saisit. Il est latent et l'envahit chaque fois qu'il met un pied sur cette île depuis
près d'1 an. Il aime comparer ce sentiment à la tension que l'on peut ressentir lorsque, face à nous, une violoniste maladroite enchaîne les fausses notes qui crispent la nuque et la colonne. Vous imaginez ? Eh bien, c'est ce qu'il ressent chaque fois que ses grands yeux verts viennent se poser sur le phare d'Illinmore. Quelle tannée ! En regardant le capitaine qui reprend la barre et qui met le cap sur l'embarcadère situé à quelques encablures de là, il fulmine. L'envoyer seul là-haut, quel manque de courage. Le navire finit tant bien que mal, malgré un vent de tribord persistant, par se laisser manœuvrer entre la crête rocheuse et la zone de dépôt. Le ponton en bois, petit, dangereux et trempé. Un mousse est notre héros à en descendre. Le capitaine, non sans une pointe de sarcasme, s'engage à l'attendre avant de repartir, puis rentre dans sa cabine, sans aucun mot d'encouragement. Et maintenant, tout seul face à l'irrationalité, le gardien n'a d'autre choix que d'avancer sans comprendre ce qu'il se trame. Il est tout à fait inhabituel que personne ne soit descendu pour l'accueillir sur la berge. Cela fait pourtant partie des procédures et Dieu sait qu'ils ont tendance à les respecter à la lettre. D'autant plus que le navire qui le dépose ce matin n'affiche aucun pavillon et a sonné la corne de brume de nombreuses fois pour se signaler. À petits pas glissant sur le ponton de bois, le voilà maintenant qu'il monte les marches 4 à 4 pour accéder à la grille d'entrée des murets entourant la lanterne. Depuis sa position, il peut voir la lampe, battue par la pluie et la brume, éteinte, morte. Le bâtiment, lui, est bien éveillé. Il semble respirer, le regarder avec une indifférence crasse. La terreur saisit Joseph qui accélère sa marche. Son Fedora s'envole alors qu'un coup de vent plus sournois que les autres vient lui mordiller la nuque et le cuir chevelu. La température est glaciale, l'atmosphère humide. Cette humidité qui ronge les os est celle qui vient de la mer. Comme si le sel avait un pouvoir supplémentaire. L'arme favorite des embruns et des courants flétrit la peau et les âmes. Celle de Joseph Moore, à l'instant T, semble avoir disparu sous la pierre et les marches. De tout son poids, le phare de 23 mètres, blanc immaculé, la tête dans les nuages noirs et le pied bien ancré dans ce sol que les vieux d'Écosse disent maudit, pèse sur lui. Et sur son crâne, il a un mal de tête, insoutenable, qui vient lui bourdonner dans les oreilles. Il s'ajoute à la terreur, à l'angoisse et à l'oppression que ressent notre homme à chaque marche franchie. Son esprit le lâche, refuse de rester en ce lieu dont le folklore écossais regorge de légendes de possession et d'occupation. Les vieux parlent quand les gardiens font escale dans le port le plus proche. Il a entendu toutes sortes de paroles gaéliques, de l'extraterrestre pour Moore, qui n'en comprend pas un foutu mot. Enfin, le dernier virage. Un dernier effort et la grille sera là, ouverte. Aucun doute, c'est le cas depuis leur premier jour de présence. Il faut toujours un gardien au phare, quoi qu'il arrive. Enclencher les mécanismes, chaque nuit, pour sauver des vies, et veiller sur les marins qui traversent les mers et les océans. Gardien de phare, c'est, avant tout d'être un travail, une véritable vocation. Quelques pas et l'accès au logis sera permis. Se réchauffer, trouver les autres, les interroger, ou pire, ne pas leur mettre la main dessus et enquêter sur des fantômes. Le plus terrible encore étant bien évidemment la possibilité de les voir étalés morts sur le sol pour une raison ou pour une autre. Moore chasse cette pensée de son esprit tant qu'il le peut. La petite grille se dresse maintenant devant lui, le fixe comme dans un mauvais duel western. Elle grince comme pour lui dire quelque chose. Plus qu'un grincement, c'est un pleur, une supplique. Le gardien se précipite pour prendre la poignée afin de passer de l'autre côté. Stupéfaction et horreur
lorsqu'il se rend compte que la serrure a été tournée. Quelqu'un a fermé la porte, à double tour. Et lui, toujours rongé par l'angoisse et cette impression confuse d'être observé, enjambe le portail de fer forgé. Les yeux qui n'ont cessé de fixer notre héros repartent se cacher entre les herbes. Notre histoire commence quelques années plus tôt. Les méandres du temps ne me permettent plus de vous dire si nous sommes en 1892, 93 ou peut-être même en 1894. Toujours est-il que nous voilà sur le pont d'un navire en perdition, au cœur de l'archipel des Hébrides extérieures, au large de l'Écosse, le long des îles Flannan. Nombre de navires en direction du Grand Nord, parfois même en partance vers les États-Unis, passent dans cette zone réputée pour être parmi les plus dangereuses du Royaume-Uni. Des rochers qui sortent de la mer comme des démons par centaines, les vagues parmi les plus imprévisibles d'Europe, des courants qui vous entraînent et vous retiennent. Les marins qui s'y aventurent le font généralement avec un signe de croix. Mais ce n'est souvent pas suffisant. Ils sont seuls, sans Dieu, sans aide et sans phare. Chose incroyable, à la fin du XIXe siècle, personne n'a encore permis la construction d'un guide de pierre dans cette zone qui pourtant en a cruellement besoin. En tous les cas, nous voilà sur le pont d'un navire naviguant sous pavillon irlandais. Imaginez-vous, accroché au bastingage, avec l'eau qui vous coule dans la nuque et le cœur qui se soulève à chaque fois que l'étrave de ce gros bateau s'enfonce dans une eau dure comme du béton. Accrochez-vous. Nous voilà pris de nausées, ce fameux mal de mer. Que nous regardions à gauche ou à droite, nous ne voyons rien d'autre que des rochers, des éclairs dans le ciel et de l'écume qui vient mourir avec violence sur le pont inondé et dans les cales de notre navire marchand. Il ne nous reste plus qu'à passer cette tempête sans dégâts. Et sans être oiseau de mauvais augure, c'est pas gagné. La poupe est ballottée de bâbord à tribord comme un vulgaire bateau de papier qu'on aurait mis dans une gouttière pour s'amuser. Les bois grincent, les hommes hurlent, accrochés au cordage, cherchant à réduire la voile qui est bloquée. Un des mâts, plus que les autres, qui souffre des coups de boutoir portés par les éléments, semble presque se tordre à l'œil nu. Les éclairs déchirent le ciel, parfois sans coup de tonnerre, ce que les marins interprètent comme quelque chose de surnaturel. Sur le pont, ils se regardent, l'espace d'un instant, terrifiés. Le capitaine, lui, est à la barre. Oh, il connaît la zone comme sa poche. Et c'est la seule île à éviter sans aucune négociation. Ellinmore. Il y a longtemps, alors qu'il n'était encore que le second d'un vieux 3-mâts écumant les eaux de l'Écosse, un vieil homme aux mains calleuses, qui faisait partie de son équipage, lui avait raconté la malédiction qui frappe cet îlot central dans cet archipel. Pour être honnête, il est même très difficile de ne pas passer juste à côté, sauf si on décide de mettre le cap loin de ces terres maudites. D'habitude, cela fonctionnait à merveille. Mais ce soir, comme poussé par une force contre laquelle il ne peut rien, notre marin expérimenté lutte contre un vent de bâbord qui le pousse de manière inexorable sur sa droite, vers Ellinmore. D'échappatoire, il n'y en a aucune. La barbe pleine de flotte, le sel qui lui brûle les rétines, il se sent pris au piège alors même qu'il tient le seul élément qui peut lui permettre de s'échapper. La barre. Au fond des mers, le kraken rôde. Les sirènes, ces êtres de malheur ne sont pas loin non plus, tous prêts à les entraîner par le fond. L'eau en mouvement semble presque parler. Des cris stridents et rauques sortent des profondeurs. On dirait... Non, il est en train de perdre la tête s'il commence à croire à ce genre de légende de vieux marins effrayés par les éléments qui se déchaînent. Pourtant, certains des hommes sur le pont, accrochés comme ils le peuvent, sont déjà en train de prier, de contrer le maléfice. Oui, car malédiction il y a bien ce soir-là. Des abysses remontent progressivement des incantations sourdes, dans une langue totalement inconnue. D'incrédules, les regards changent d'émotion.
la panique, la terreur. Un marin qui se maîtrise moins que les autres saute soudain par-dessus bord. Un suicide, pur et simple. Le cap a changé, alors même que l'équipage est à pied d'œuvre pour maintenir l'autre en place. Mais rien n'y fait. Le bateau décide par lui-même et eux tous ne sont plus que des pions qui l'emmènent en direction de l'île maudite, celle qu'il faut à tout prix éviter, Elinmore. Le capitaine ne tarde pas d'ailleurs à la reconnaître. Ces escarpements rocheux, ces pierres qui se détachent sous le poids du vent et des vagues et qui viennent la percuter et ces lumières, faiblardes, dansantes, mais toutes réparties le long de la côte. Nombreuses, oui, mais inexplicables. Jamais personne ne met le pied sur ce caillou de malheur. Alors, quel est ce maléfice ? Le capitaine envoie la barre à bâbord toute pour le contrer, mais ne peut éviter le premier pic rocheux qui se présente. La coque du navire explose contre le monstre de pierre. Des cris de terreur retentissent. Le navire coule et ses hommes se noient inexorablement piégés dans cette tempête de tous les diables. Cet énième naufrage aura au moins le mérite de faire réagir les autorités maritimes écossaises. La zone est bien trop dangereuse. Oui, elle mérite un phare. La construction du monstre de pierre est donc décidée et lancée à la fin de l'année 1895. Il faudra près de 4 ans pour terminer un chantier aux nombreux rebondissements. En effet, des matériaux aux chevaux, tout doit être acheminé via des navires flottant sur les eaux réfractaires à la présence des hommes, puis ensuite accroché à une grue qui vient déposer enfin le tout 45 mètres plus haut. Mais rien ne peut arrêter la volonté des hommes quand elle est profonde. Et le géant de plus de 23 mètres qui sort de terre finira par s'imposer dans le paysage des îles Flannan. Les vieux qui croient les mythes du folklore écossais s'arrachent les cheveux. Elinmore a un phare. Une folie de la modernité qui va se payer cher. Les premiers murmures, déjà, vont croissant. Il y a longtemps déjà pourtant que les sociétés ont fait disparaître toute source de magie. Même pas peur. Le phare s'inscrit tout à fait dans l'architecture de l'époque. Blanc, sobre, comprenant un petit espace de vie et bâti sur une pente descendante, le tout sur un petit espace cerné de murs blancs, protégé par une grille en fer forgé. Une passerelle, enfin, amène à la falaise abrupte, sur laquelle s'éclatent les vagues colériques. L'endroit serait presque cossu, si la région n'était pas si inhospitalière. Les bourrasques du Nord, affreuses, balaient l'île de part en part, sans parler des légendes qui courent sur ces terres. Avant d'allumer la lampe géante de la cabine, il faut recruter une équipe. C'est chose faite à la moitié de l'année 1899. 3 gardiens présents en permanence et un 4e, roulant, vient toutes les 6 semaines en remplacer un qui part sur le continent 2 semaines pour se ressourcer. La première nuit de mise en service du phare des îles Flannan est le 7 décembre 1899 et tout se passe bien pendant un peu plus d'1 an. Rien à signaler, si ce n'est qu'un membre de l'équipe, un des 3 fixes, MacArthur, un jeune de 28 ans, est plus fragile que les autres. Ducas, c'est le nom de celui qui commande, est un véritable ours bourru, malgré sa grande expérience. De toutes les façons, la cohabitation est rarement une sinécure. Pas d'exception ici pour confirmer la règle. Le 4e larron s'appelle Joseph Moore, vous vous souvenez ? Le gars qui vient d'accoster le 26 décembre 1900 et qui, malgré de nombreux appels, ne reçoit aucune réponse de la part de ses camarades. Ce qui semble être de plus en plus bizarre. Je vous propose maintenant de le rejoindre. Si les absents ont toujours tort, ils ont quand même aussi des choses à dire. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, mon heure H vous conduit au cœur de l'un des mystères les plus controversés de l'Atlantique. Au tournant du nouveau siècle, l'Écosse décide d'ériger un phare au cœur des îles Flannan, sur celle d'Ellinmore, véritable citadelle de pierre, lieu de légendes noires issues du folklore d'un pays qui n'en manque pas. Une équipe de 4 gardiens est recrutée avec pour mission, dès décembre 1899, de guider les navires qui traversent ces eaux. Un peu plus d'1 an plus tard, sans explication, le phare ne s'allume plus. Ce n'est que 10 jours après ce constat, le 26 décembre 1900, qu'une expédition de secours débarque enfin sur l'île. À son bord, Joseph Moore, 4e gardien, va devenir, bien malgré lui, le héros d'un cold case parmi les plus célèbres de l'histoire. Nous sommes le 26 décembre 1900, en fin de matinée. Joseph Moore se tient, incrédule, devant la grille en fer forgé, fermée. C'est très inhabituel. Il n'a pas les clés avec lui, donc il l'enjambe et se dirige vers la porte. Notre homme est paniqué. Sa respiration haletante et saccadée est accompagnée par une sensation de peur panique qui l'assaille. Ses mains sont moites, et lorsqu'il pose l'une d'elles sur la poignée de la porte qui donne sur la cuisine, il prend, avant d'enclencher le mécanisme, une profonde respiration, comme pour se donner du courage, comme pour chasser les pensées noires qui arrivent, par vagues, dans son esprit. Il constate tout de suite que la porte est ouverte. Bizarre, quand on sait que la grille, elle, était bien fermée. Vite trouver des signes de vie. Sur la table, une assiette est posée, le repas n'est pas terminé. Une chaise est retournée sur la même table. Dans le salon, passant ses doigts au-dessus du foyer de la cheminée, il constate que les cendres sont froides. Vite, direction le premier étage dans les chambres. Les lits sont défaits, comme si les 3 gardiens étaient sortis du lit il y a à peine 10 minutes. Sans pousser plus loin ses recherches, Moore sait déjà qu'il se trouve à l'endroit dans lequel il vient de se passer quelque chose de surprenant, de grave aussi. En redescendant, il manque de tomber dans l'escalier tellement sa tête tourne. De retour dans la cuisine, il cherche immédiatement des indices. Et ne soyez pas surpris, mesdames, messieurs, mais ils sont nombreux. Dans un premier temps, il réalise que 2 cirés et 2 paires de bottes manquent à l'appel, mais un équipement de sécurité au complet est encore là. Étrange. Même si une assiette est sur la table, les casseroles et les contenants sont rangés et nettoyés, l'évier est propre. Ses collègues semblent partis, comme volatilisés. Avant de prévenir le navire de secours de ses découvertes, il retourne dans le salon. Le bureau est là. Il s'y trouve peut-être quelque chose. Le meuble donne sur la falaise extérieure. L'eau balaie les carreaux car la tempête qui vient de frapper la région est encore bien présente. En haut, la lampe est toujours éteinte. Vite fouiller le bureau et prévenir les secours. Joseph Moore met la main sans trop avoir à le chercher sur le carnet de bord dans lequel les équipes doivent noter les observations. Il prend le temps de le lire. Ce qu'il va y découvrir lui glace le sang, de l'épiderme jusqu'aux entrailles. 12 décembre. Bourrasque de vent nord par nord-ouest. La mer est déchaînée. Tempête à 21h. On n'a jamais vu une telle tempête. Tout est en ordre. Ducas est irritable. Minuit. La tempête fait toujours rage. Le vent est constant. Il est impossible de sortir. Des bateaux sont passés en sonnant la corne de brume. On pouvait apercevoir la lumière des cabines. Ducas est silencieux. MacArthur pleure. 13 décembre. La tempête a continué toute la nuit. Le vent est passé de l'ouest au nord. Ducas
et toujours silencieux. MacArthur prie. Midi, le ciel est gris. Moi, Dukas et MacArthur avons prié. 15 décembre. La tempête s'est calmée. La mer est calme. Dieu est au-dessus de tout. Point final. Plus rien après ça. Moore est saisi d'effroi à la lecture de ces lignes, visiblement tracées par le troisième gardien qui s'appelle Thomas Marshall. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive qu'un bruit tout en haut du phare le fait bondir. Non pas parce qu'il pense que ce serait l'un de ses compagnons, non. C'est certainement une souris, mais parce qu'il lui faut vite remettre en route le phare. Dès qu'il y est parvenu, il s'en va prévenir le bateau de secours et le capitaine, qui il y a peu encore se moquait de lui. Maintenant, il ne rigole plus du tout. Des équipes retournent dans le phare et aux alentours pour commencer les recherches. On se rend compte que les vêtements qui sont restés à l'intérieur sont ceux du jeune MacArthur et que toutes les pendules, sans exception, sont arrêtées. Vous avez dit étrange ? Le capitaine, accompagné d'une équipe réduite, se rend à la station de télégramme la plus facile d'accès à proximité, c'est-à-dire plutôt loin, et envoie son rapport au siège de la Northern Lighthouse Board à Édimbourg. Comprenez, l'organisme en charge du bon fonctionnement des phares dans le pays. Il écrit « Un terrible accident est arrivé au Flannan. Les 3 gardiens, James Dukas, Thomas Marshall et Donald MacArthur, ont disparu de l'île. Les horloges sont arrêtées et d'autres signes semblent indiquer que l'accident a dû arriver il y a une semaine environ. En effet, il semblerait que la date du 15 décembre soit à privilégier puisque des bateaux qui sont passés au début de la tempête qui ravage l'archipel ont pu se guider grâce aux phares qui fonctionnaient encore. Le premier à relever que la lampe géante est éteinte le fait dans la soirée du 15 décembre. Accordons-nous donc sur cette date. Pour le reste, le mystère est total et absolument terrifiant. Qu'a-t-il bien pu arriver aux 3 hommes ? Les recherches et l'enquête qui suit ne donnent rien, pas un début d'explication. Beaucoup de théories, des plus fumeuses aux plus probables, se sont développées dans les esprits depuis plus d'un siècle. La légende a pris le pas sur l'histoire. Tout se mêle dans les courants et les embruns et plus personne ne semble plus capable de raisonner avec rationalité. Mais malgré les secousses et le mal de mer, tentons ensemble, si vous le voulez bien, de percer le mystère. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H est au cœur de vagues terribles au large de l'Écosse. Là, un phare semble avoir englouti ses 3 gardiens, disparus le 15 décembre 1900 de manière inexplicable, inhabituelle aussi. Les théories les plus farfelues vont naître à la suite de cette découverte, rendant la recherche de la vérité difficile. Mais alors, que s'est-il réellement passé sur l'île d'Ellinmore ? Acte isolé d'extraterrestres ? Sort jeté par des créatures du folklore écossais, pétage de câbles dans des gardiens, suicide collectif ou simple victime de tempête. Vous allez le voir. Il est très difficile de démêler le vrai du faux. L'histoire des disparitions sur les îles Flannan, vous la connaissez maintenant. La manière dont je viens de vous la raconter aussi. La chaise retournée, l'assiette à moitié vide sur la table, les histoires de fantômes ou de créatures folkloriques et surtout, le fameux carnet. Tout ça est particulièrement morbide et rendrait presque fou, n'est-ce pas ? 3 gardiens qui vivent
et qui disparaissent ensemble, sans prendre botte et cirés par un temps de tempête pour l'un d'entre eux. C'est tout de même particulièrement étrange, vous ne trouvez pas? Et cela laisse libre cours à toutes les interprétations. Oui, mais voilà. Comme c'est souvent le cas dans nos heures H, histoire et légende se trouvent mêlées dès le départ. Désolé de vous décevoir, mais dans ce cas présent, un invité surprise est aussi venu mettre son grain de sel. Je veux parler du mensonge. 2 jours après sa sinistre découverte, Joseph Moore écrit une lettre descriptive à la demande de son employeur. Clairement, il reprend point par point les étapes. Parle de la grille fermée, de la porte de la cuisine ouverte, des horloges arrêtées, du phare éteint, bien entendu. Il évoque les casseroles propres, la cheminée froide et du fait qu'ils remettent tout en état de fonctionnement avant de prévenir le bateau. Enfin, il évoque les 2 tenues manquantes, quand celle de MacArthur est, elle, bien en place. Mais comme vous pouvez le constater, je ne vous parle pas ici de l'assiette sur la table, ni de la chaise retournée, et pas du carnet et des écrits tout à fait préoccupants non plus. La presse, dès lors qu'elle a vent de la disparition mystérieuse et de l'incapacité des autorités à retrouver les 3 gardiens, s'empare de l'affaire et, quitte à maintenir le suspense, ira jusqu'à inventer de toutes pièces l'histoire du livret dont, d'ailleurs, personne n'a fait de photo, comme par hasard. Depuis le départ, de toute manière, la forme des entrées dans le carnet de bord est bizarre. Dans ce genre d'outils, le but à l'époque est simplement d'aller noter des observations factuelles, utiles. Comment Marshall se serait-il permis de noter le comportement de ses collègues, a fortiori de son supérieur, Ducas? Ça ne tient pas debout. Très honnêtement, ça ne tient pas debout. Pour la chaise retournée et l'assiette à moitié pleine, le fameux mélange entre histoire et légende prend tout son sens. Il s'agit simplement de mettre un peu de piment dans une histoire qui, au final, peut tout à fait s'expliquer. Les théories, en tous les cas, sont pour le moins diverses et variées. Passons-les en revue. Nous allons tenter maintenant de percer le mystère en évoquant toutes les hypothèses, de ce que je considère du moins crédible au plus probable. Sans surprise pour vous, j'imagine, je vais commencer par éluder la piste surnaturelle. Les hypothèses liées y sont nombreuses. Certains ont parlé d'un enlèvement extraterrestre, d'autres d'une population de petits hommes, pas plus haut que les brins d'herbe, qui transforment ceux qui les dérangent en oiseaux géants. Quelques navires au large des îles Flannan ont vu sur l'île d'Ellinmore, à plusieurs reprises, de petites lumières la nuit venues briller le long des côtes, comme pour attirer les équipages au plus près pour leur jeter un sort. La culture écossaise est riche de légendes et de contes autour du monde des fées et des lutins. Mais une fois cette piste éludée, d'autres, moins surnaturelles, peuvent également expliquer l'inexplicable. Certains témoignages évoquent la possibilité d'un enlèvement par un navire inconnu des 3 gardiens. Mais comment alors expliquer que ces personnes, qui ont un sens important du devoir, auraient pu abandonner leur poste, tous les 3, de manière conjointe? Faites travailler vos petites cellules grises comme je le fais, et vous verrez que rapidement, cette théorie peut aussi être écartée. Un peu plus plausible, du moins souvent défendue dans les rangs de ceux qui cherchent à comprendre la théorie qui vise à croire que l'un des 3 gardiens est devenu fou et a tué les 2 autres. Bon, pourquoi pas après tout? Ce n'est pas rare dans ce type d'activité très cloisonnée d'avoir des accès de folie, qu'ils soient passagers ou permanents. Le dernier se serait ensuite suicidé. Il faut néanmoins reconnaître que les phares ont toujours eu dans l'imaginaire collectif une aura noire, mystique. On les soupçonne de rendre fous les gens qui y vivent, puisque reculés du monde. On notera néanmoins, grâce à l'état des lieux effectué lors de l'entrée des gardiens, le fait que dans le phare, aucun instrument n'aurait été en mesure de pouvoir tuer quelqu'un. Mais alors, allez-vous me dire, les casseroles, les chaises, tout est là intact après la disparition. Et l'étranglement?
Pourquoi pas là encore, mais tout de même. Tuer un homme à main nue ne prend pas 10 secondes et demande une énergie folle. Là, notre homme aurait dû en tuer 2 avec la même technique. Un peu improbable, vous ne trouvez pas? Il nous reste donc 2 possibilités. D'abord, la mort à cause de la tempête, puis les corps emportés au large. La vérité, finalement, se tient peut-être dans la suite du télégramme envoyé par le capitaine du bateau de secours à Édimbourg. Oui, je le reconnais. Je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. Non. Je ne vous ai pas lu la totalité du message envoyé par l'équipe de secours. Voilà. Il a poursuivi par une petite phrase qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est finalement pas. Les pauvres ont dû être précipités par le vent par-dessus les falaises ou noyés alors qu'ils tentaient de sécuriser une grue. Pas de doute sur la date cependant, puisque la dernière entrée factuelle date bien du 15 décembre. La tempête a eu lieu, c'est indéniable. Les bateaux ayant traversé les eaux sous son emprise en ont témoigné. Comment les malheureux auraient-ils pu mourir alors? Les faits tendent dans le même sens. Tentons de l'imaginer. Nous sommes le 15 décembre 1900, il est 14 heures. Ducas, le supérieur des gardiens, demande à Monroe de l'accompagner à l'extérieur. La tempête fait rage. Depuis plusieurs jours. Leurs organismes, mais aussi les installations extérieures, sont mis à rude épreuve. Comme il est nécessaire pour un des hommes de rester dans le phare, afin d'en assurer le bon fonctionnement, il charge le jeune MacArthur de veiller au grain. Les 2 hommes plus âgés enfilent cirés et bottes et partent à l'assaut des éléments. La pluie balaie leur visage et le vent les ballotte en tous sens, comme de vulgaires allumettes. Le côté ouest est le plus soumis au déchaînement de violence des éléments naturels. Le bruit est terrible. La force du vent est monstrueuse. Une des grues, le long de la côte, est en passe de s'effondrer. Ce serait une catastrophe. C'est l'un des seuls moyens pour acheminer les objets débarqués sur l'embarcadère jusqu'à leur position. Ils se trouvent à plus de 45 mètres, bousculés par le vent et la tempête. Du salon, MacArthur les voit, les suit du regard et s'inquiète. Les vagues sont de plus en plus denses, prennent de la hauteur, chaque fois un peu plus. Elles s'écrasent le long des falaises, mais l'écume arrive jusqu'aux pieds des 2 hommes qui s'affairent, tirent sur des câbles, essaient de se parler. Mais la vigueur du vent couvre leurs hurlements. Le temps semble s'écouler ainsi plusieurs minutes qui paraissent des heures. MacArthur s'en ronge les ongles. Il tape à la vitre pour leur demander de rentrer. Mais alors que Monroe tourne son visage vers lui, la moustache aussi noyée que son ciré jaune, une vague scélérate immense se forme et percute la falaise. Un véritable mur d'eau. Elle dépasse le phare et recouvre les sources de lumière. Se trouvant plongé dans l'obscurité, MacArthur s'agrippe au meuble, comme s'il pouvait le sauver, et prie pour ses camarades. Mais quand la vague se retire, elle ne laisse qu'une botte le long du palier. Catastrophé, paniqué, persuadé de pouvoir encore sauver ses 2 collègues, il se précipite à l'extérieur. Il n'a pas le temps de mettre ses bottes et son ciré. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver les 2 hommes avant qu'ils soient emportés par la fureur de l'océan. Comme si c'était encore possible. Rien n'est moins sûr, hélas. Mais le voilà dehors, avec seulement sa veste sur les épaules, qui prend l'eau instantanément. Tant bien que mal, il arrive tout près de la botte. C'est l'une de celles de Ducas. Notre jeune homme se penche pour la ramasser, se redresse pour regarder par-dessus le parapet. Mais déjà, l'espoir l'a quitté. Face à lui, un 2e mur d'eau, plus puissant, plus fort, arrive. Les yeux cernés de larmes qui se mélangent au sel de la fureur marine, il ne peut rien faire. Courir, il est pris dans le vent, comme offert en offrande à Poséidon. C'est trop tard.
Il est percuté de plein fouet et emmené, comme les autres, rejoindre les profondeurs de l'océan. Fin d'histoire. Les 3 gardiens sont morts et le phare, lui, reste éteint à l'approche de la nuit. Hélène More vient de faire ses premières victimes. D'autres gardiens à leur suite ont pris le relais. Aucun, heureusement, n'y est plus jamais décédé. Mais devant des histoires de fantômes qui s'y sont répandues, il sera l'un des premiers phares à s'automatiser au Royaume-Uni. C'était en 1971. Depuis, plus personne, ou de rares techniciens, se rendent à Hélène More. Ils sont plusieurs à avoir rapporté avec terreur, avoir entendu là-bas les cris crispés du jeune MacArthur, comme si, finalement, l'âme des malheureux, elle, était restée bloquée tout là-haut. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec un extrait d'un poème rédigé par Wilfrid Wilson Gibson. Le littéraire britannique, de passage dans l'archipel, demande à s'arrêter et à passer avec des amis une nuit dans le fameux phare. Il rédigea de cette expérience un poème magnifique, passé à la postérité. Intitulé sobrement « Flannan Isle », il se termine ainsi. Nous semblions rester debout pendant un temps infini, bien que toujours aucun mot n'a été dit. 3 hommes vivants sur l'île de Flannan qui pensaient à 3 hommes morts. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.